Le 28 mai 2024, on a eu une fuite majeure qui a révélé la documentation interne de l'API Content Warehouse de Google Search. Ça a été publié malheureusement sur GitHub et cette documentation offre à n'importe qui un accès aux mécanismes internes du moteur de recherche donc de Google. On a déjà eu ça auparavant avec une fuite des données donc de Yandex, qui est le moteur de recherche en Russie. Et derrière, comme la majorité des moteurs de recherche s'inspirent de Google, on a eu beaucoup de personnes qui font du SEO qui ont utilisé donc les leaks de Yandex pour pouvoir comprendre et mieux comprendre donc Google. Et aujourd'hui, on s'intéresse à Google. On a bien une documentation qui a été révélée, donc des gros leaks sur le fonctionnement du moteur. Et derrière, ça a été une énorme surprise pour beaucoup d'entre nous. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va être assez long. Il n'y aura pas forcément de montage, je ne vais pas vous mentir parce que c'est pas l'idée aujourd'hui. Je voulais vraiment simplement vous partager et vous faire un beau résumé de ce qui a été leaké et surtout comment vous allez pouvoir bénéficier justement de ce leak pour pouvoir améliorer votre SEO. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et donc de vous détailler vraiment toutes les parties, je vous ai fait un petit résumé en 10 questions où je vous explique concrètement ce qu'il en est. Prenez un petit café, asseyez-vous confortablement et restez bien attentifs parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire concrètement que depuis le début, Google nous ment. Il n'y a pas d'autres explications. Alors, avant de rentrer dans le détail, on va commencer donc avec les différentes questions. Alors, pour beaucoup, on dit que l'UX, ou du moins les signaux des clics sur les résultats de recherche, n'avaient aucun impact sur les résultats, donc sur le SEO de manière globale, donc pour pouvoir mieux ranker. Et en fait, Google nous a menti. Donc ça commence bien. Donc les porte-paroles de Google nous avaient toujours dit que les clics et le temps de visite n'avaient aucun impact sur le classement. Alors cependant, dans les leaks, en fait, on se rend compte que les documents internes montrent que des systèmes comme NavBoost utilisent donc les clics pour ajuster les classements des résultats de recherche. Ici, on a été intentionnellement induit en erreur pour éviter justement qu'on puisse manipuler donc ces signaux, donc notamment donc le CTR. Donc en fait aujourd'hui on le sait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent forcément les CTR. Ce qui est intéressant ici, c'est que premièrement, la majorité des personnes qui font du SEO et même les plus anciens, les pionniers, etc. disent qu'il y avait toujours 3 piliers, que l'UX n'est pas forcément pris en compte. Moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, sur un moteur de recherche, ça me paraît quand même assez logique que l'UX, ou du moins l'expérience utilisateur, soit prise en compte pour pouvoir améliorer le classement ou non d'un site. Donc aujourd'hui, ça confirme un petit peu ce que beaucoup pensaient, donc, notamment donc, sur l'expérience utilisateur et donc les signaux des clics et le comportement directement des utilisateurs sur un site. Deuxième question, la sandbox est-elle réelle? La sandbox, c'était une hypothétique pénalité qui était appliquée aux nouveaux sites qui souhaitaient se positionner sur des mots-clés très concurrentiels. Alors oui, elle est bien réelle, même si ça a toujours été démenti, aujourd'hui on sait que c'est réel. On a bien l'existence d'un attribut donc host age qui met directement en quarantaine les nouveaux contenus suspects de spam. Donc on voit bien ici que les nouveaux sites ou les domaines récemment enregistrés peuvent être passés dans une espèce de sandbox pour limiter justement leur visibilité. Troisième question, est-ce que Google utilise les données de Google Chrome? Oui, et depuis bien longtemps. Alors même si à la base ils ont toujours nié utiliser justement les données donc de Google Chrome, les documents internes, donc les leaks, montrent le contraire. On a des attributs comme Chrome in total qui montrent justement que les vues de Chrome au niveau du site sont stockées et utilisées pour évaluer la popularité et la pertinence des sites web. Quatrième question, quelle est l'importance des dates dans le classement de Google? Alors les dates sont complètement cruciales. Donc pour évaluer vraiment la fraîcheur et la pertinence d'un contenu, donc Google utilise vraiment les dates pour affecter positivement ou négativement votre contenu. Là, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, on est d'accord qu'il faut vraiment mettre absolument une date la plus récente possible pour pouvoir montrer et faire patte blanche au moteur pour pouvoir dire qu'on est légitime et que donc on apporte de l'information fraîche et surtout d'actualité. Cinquième question, est-ce que les petits sites personnels sont désavantagés par Google? Alors là encore une fois, on n'a pas forcément de oui ou de non, mais il est possible que Google les désavantage intentionnellement. On a un petit score qui s'appelle donc Small Personal Site qui identifie et qui peut potentiellement pénaliser donc les petits sites personnels. Donc clairement, c'est entre guillemets injuste parce que Google favorise, mais comme on le sait depuis longtemps, forcément les sites beaucoup plus établis et de plus grande envergure. Sixième question, est-ce que Google a manipulé les résultats de recherche pendant la crise du Covid-19? Oui, complètement. Alors, il y a des documents internes donc, qui révèlent qu'il y a une espèce de white list qui a été utilisée pendant donc, la crise du Covid-19 et également durant les élections. Donc, ceux qui ont une autorité locale ou électorale ont été favorisés durant ces événements et donc privilégiés au détriment donc, de sites qui n'ont pas forcément cette autorité.
Donc en fonction des circonstances extérieures, on voit et on a la preuve que Google manipule ses résultats. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On va pas rentrer dans le débat, c'est pas la peine, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les sites qui ont une autorité, donc encore une fois locale, électorale ou gouvernementale, sont favorisés en fonction des circonstances extérieures. Donc à méditer. Est-ce que l'autorité du site et de l'auteur influence le classement des pages? Oui, l'autorité du site et de l'auteur est cruciale. Donc on a bel et bien un attribut qui s'appelle Site Authority et isAuthor qui existe pour évaluer donc l'autorité du site et de l'auteur. Donc ceux avec une meilleure autorité et des auteurs donc reconnus sont complètement avantagés dans le classement. Donc encore une fois, on en parlera plus tard, mais ça vient forcément dans le critère EE80. Petite parenthèse, quand je parle d'autorité, je ne parle pas du domaine authority comme des outils SEO. Là, on parle vraiment d'une valeur calculée donc, par Google, donc Site Authority, qui prend beaucoup de paramètres en compte et qui donc dépasse forcément le domaine d'autorité classique que nous, on peut connaître et qui donc n'est pas forcément, depuis la base, un critère de pertinence. On a bel et bien l'autorité du site qui est donc important et donc qui est un critère de pertinence pour le moteur. Comment Google utilise-t-il l'expérience utilisateur dans son classement? De manière significative et depuis longtemps, Google utilise donc l'UX. Et donc on l'a dit, mais notamment via Google Chrome. Donc Google va utiliser donc les interactions des utilisateurs, les clics et les impressions pour ajuster les classements. Donc l'UX est complètement complémentaire au SEO et n'est donc pas du tout à négliger. Est-ce que le contenu frais est vraiment privilégié par Google? Oui, complètement. On a donc des systèmes qui s'appellent donc Freshness Twizzler. Je sais pas, j'ai pas du tout un bon accent, mais bref, vous m'excuserez. Qui vont donc évaluer donc les pages en fonction de leur fraîcheur. Encore une fois, le contenu donc qui est le plus récent et le plus frais sera également beaucoup plus mis en avant que pour certains d'autres. Donc encore une fois, mettre à jour son contenu régulièrement, c'est également hyper important. Mais ça, j'ai également partagé beaucoup de fois, l'optimisation du contenu existant, c'est l'une des meilleures stratégies que vous pouvez mettre en place pour avoir des quick wins en SEO. Dernière question, est-ce que les liens internes et externes sont-ils traités différemment par Google? Oui, il y a une différence. En gros, les liens qui sont de haute autorité et qui viennent donc de gros sites ont beaucoup plus de poids. Ils sont particulièrement valorisés. Maintenant qu'on a fait le tour avec les 10 principales questions que j'ai pu créer pour vous, on va aller dans le détail pour parcourir les différents éléments qui ont été partagés donc par ce leak et je vais vous expliquer à chaque fois ce qu'il en est. Pourquoi c'est hyper important pour vous? Parce qu'en fait, clairement, même s'il y a des éléments qu'on connaît et qu'il n'y a pas forcément de nouveautés, ce qui est important de comprendre, c'est que ça valide ou non des éléments que beaucoup d'experts SEO, du moins de pionniers du SEO, balancent depuis des années. Et c'est hyper important de voir également que Google, faut pas forcément lui faire confiance à 200%. Et ça, je vais vous le prouver dans cette vidéo. On en parlera également dans la conclusion, donc à la fin. Mais vous allez voir que, au final, de ce que Google peut nous partager, eh bien derrière, en fait, c'est pas forcément toujours la vérité. Alors attention, petit disclaimer quand même, toutefois, c'est qu'il y a quand même des informations qui vont être obsolètes, mais toutefois la majorité reste vraiment pertinente. Et ça offre quand même un aperçu quand même très précieux du fonctionnement global donc du moteur. Alors il y a également d'autres personnes qui pensent que cette fuite a été complètement volontaire, et il y en a qui pensent également que c'est une tentative vraiment de détourner l'attention de l'IA. L'idée c'est pas que je vous balance ce leak parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est clairement du code et c'est quand même fait par des ingénieurs, donc clairement vous et moi on n'y comprendra rien. Ce qui est important c'est de tirer des conclusions, de voir ce qui est potentiellement vrai et ce qui est potentiellement faux, et également d'affiner nos stratégies pour pouvoir améliorer nos travaux par rapport au SEO. Ok, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet après quasiment 20 minutes. C'est hyper long, j'en excuse d'avance. Mais clairement, encore une fois, il y a tellement d'infos que je peux vous partager. C'est colossal et je pense honnêtement que ça va durer encore. Et je pense que la vidéo va être hyper longue. Donc d'avance, je m'en excuse. Mais en tout cas, sachez que j'essaie vraiment d'être le plus bref possible. Et pour ceux qui veulent avoir du détail, je vous mettrai des liens dans la description pour aller plus loin, si vous voulez vraiment approfondir le sujet. On commence donc, faisons un petit résumé. Donc, commençons directement par les techniques de classement.
On a toujours parlé donc des fameux 200 critères de pertinence pour évaluer et donc classer un site web, etc. etc. Bon, au final, on a plus de 14 000. Voilà, ça met tout le monde d'accord, au moins. Voilà. Au moins, ça calme beaucoup de personnes. Il y en a 14 000. Donc, 14 000 plus ou moins, on s'en fout. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y en a vraiment plusieurs milliers. Donc, clairement, les 200 critères, on s'en tape un peu le coquillage dans le sens où ça va vraiment beaucoup plus loin. Au niveau de l'indexation, donc Google accorde vraiment une grande importance donc à l'indexation, parce que directement c'est les pages qui sont donc après classées. Les pages puissantes, elles, sont beaucoup plus favorisées. Donc les pages qui ont beaucoup d'impressions, de clics et de visites sont beaucoup plus favorisées. Au niveau du spam, Google utilise des scores spécifiques pour évaluer et gérer le spam. Les pages qui sont suspectées donc de spam sont évaluées sur une échelle spécifique pour déterminer donc leur impact sur les résultats de recherche. Au niveau du Your Money or Your Life, donc la santé et la finance, donc dans ces thématiques-là, ces sites qui sont dans ces thématiques sont vraiment évalués avec une grande rigueur. Pour évaluer l'autorité et la pertinence d'une page reste un facteur crucial. On a également un signal antérieur où on a une liste de signaux historique qui est utilisé pour l'évaluation donc des URL, qui fournit donc des informations contextuelles supplémentaires. Pour revenir au spam, on a Google qui attribue donc des notes sur une échelle allant jusqu'à 127. Donc on a une échelle qui va jusqu'à 127 pour l'évaluation des contenus donc spam entre guillemets et pour vraiment évaluer si le document donc qui a été partagé est considéré comme du spam ou pas. Donc c'est attribué par rapport au système donc qui s'appelle Spam Brain. Donc c'est un système de détection et d'évaluation du spam. Concernant le Your Money or Your Life, on a une échelle spécifique pour mesurer la pertinence et la fiabilité. Ok. Maintenant, passons donc à une autre partie donc, où on va parler vraiment plus de la thématisation et de la fameuse whitelist. Les sites qui sont le plus thématisés sont favorisés par un boost. Donc ceux qui se concentrent vraiment sur des sujets spécifiques sont favorisés par rapport à des généralistes. Donc aujourd'hui, si vous voulez lancer un e-commerce, un business ou quoi que ce soit, je vous invite fortement à vous positionner spécifiquement sur un marché cible et donc à être expert d'un sujet. De 1, on l'a vu, ça vous aide au niveau du SEO, mais également d'un point de vue business, si on prend plus large, être expert et être concentré sur un segment cible, c'est beaucoup plus important au niveau de l'image de marque et ça vous permet également d'avoir beaucoup plus d'impact au niveau du marketing. On a un filtre ou un élément qui s'appelle donc le Site Focus Score qui indique si un site est bien spécialisé ou non et qui donc derrière améliore sa visibilité. Les sites avec un boost factor sont favorisés et donc attire beaucoup plus de trafic. Petite parenthèse par rapport à Google Discover, la doc confirme donc que Google classe les sites par thématique sur Google Discover. Un attribut qui est appelé Browsy Topic est utilisé pour annoter les documents et les requêtes, qui va donc aider le contenu à se classer dans des thématiques particulières. Donc pour Google Discover, les sites thématisés ont plus de chances de ranker. Le système de la whitelist, on en a parlé en intro avec notamment donc le Covid et les élections. Maintenant, est-ce que c'est encore d'actualité ou non? On s'en fout. L'intérêt, c'est que quand un site va parler donc du Covid-19, il y a un signal spécifique qui a été créé et qui s'appelle donc Is Covid Local Authority. Donc Google va vraiment favoriser donc les sources sûres qui va donc fournir des informations pertinentes donc par rapport à la pandémie. Et on a la même chose donc sur les sites où on a la même chose notamment sur les élections. Donc avec un filtre donc qui s'appelle Is Election Authority. Donc pendant les périodes électorales, donc ce filtre sera appliqué. Et donc ça va mettre forcément plus en avant des sites qui sont de sources sûres. À présent, parlons des signaux utilisateurs et donc de l'autorité. Via Chrome, donc on l'a dit, mais Google collecte donc des données via son navigateur, ce qui permet donc d'évaluer la popularité et la pertinence d'un site. Google va surveiller donc les impressions et les clics. Donc l'impression, c'est plus le nombre de fois où une page est affichée dans les résultats de recherche, et les clics, donc le nombre de fois où une page est cliquée par les utilisateurs pour évaluer donc la pertinence d'une page. On a également des métriques comme les clics longs, donc ceux qui vont passer le plus de temps sur une page, et également donc les bons clics, donc des clics qui sont jugés donc pertinents, également utilisés donc pour calculer et comprendre donc l'engagement des utilisateurs. Donc l'UX est bel et bien un petit facteur de classement. Concernant l'autorité du site, donc on l'a toujours dit, mais le domaine d'autorité, etc., c'est pas des critères de pertinence, c'est juste des valeurs calculées par des outils SEO comme Moz, SEMrush, Ahrefs, etc., etc. Google a bien un facteur d'autorité, donc pour calculer vraiment l'autorité du site dans sa globalité. Ils utilisent donc plusieurs attributs donc pour calculer vraiment cette autorité. Donc on l'a dit, mais l'attribut donc Site Authority va mesurer l'autorité globale d'un site. Et on a également
l'autorité donc de l'auteur, donc is author, qui vérifie si l'entité est une personne reconnue dans le domaine ou pas. On a vraiment une évaluation précise qui se fait au niveau de l'autorité de l'auteur pour savoir si les contenus sont pertinents ou pas. Au niveau de l'historique et des domaines anciens, donc des noms de domaine anciens, donc là on a souvent la pratique donc d'utiliser des noms de domaine expirés. Bon, clairement Google surveille l'âge des domaines et également pour identifier et surveiller ceux qui font donc de l'achat donc de sites expirés pour les mettre en avant. On a un attribut qui s'appelle created date qui enregistre donc le nombre de jours depuis la dernière création du domaine, tandis qu'on a un autre attribut qui s'appelle donc expired qui indique si le domaine est expiré ou pas. Est-ce qu'un nom de domaine plus ancien a plus de poids qu'un nom de domaine récent? Oui. Donc un nom de domaine avec un historique long et stable est perçu comme beaucoup plus fiable qu'un nom de domaine récent et qui bénéficie donc d'un meilleur classement. Maintenant au niveau de la popularité et des liens. Le PageRank. Google utilise donc bel et bien, donc bon, ça il n'y a pas de secret, mais il utilise bien le PageRank pour évaluer l'autorité et la pertinence des pages en fonction de la qualité et du nombre de liens entrants. Pour ceux qui vont vous dire que vous n'avez plus besoin de backlink aujourd'hui, c'est ciao. Parce que là, on a clairement l'info contraire. Donc, on a beaucoup d'éléments. J'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet où je vous expliquais que le netlinking devenait de moins en moins intéressant, etc. etc. Moi, en pratique, c'est vrai que, d'expérience, je ne l'ai pas forcément ressenti. Je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours sur des requêtes très concurrentielles. Clairement, on a encore besoin de faire du lien. Il n'y a pas de secret. Mais Google nous disait que les liens étaient de moins en moins intéressants. Encore une fois, voilà, on a bien la preuve, mais il ne faut pas forcément faire confiance tout le temps aveuglément à Google. Donc c'est dommage, mais du moins ça ne m'étonne pas forcément, parce que moi je l'avais vu en pratique que si vous ne faisiez pas de netlinking, ou du moins d'achat de liens ou quoi que ce soit, forcément derrière c'était pas forcément hyper pertinent et surtout vous n'allez pas forcément remonter très facilement. Mais là on l'a bien l'exemple donc en direct. Au niveau de l'encre, donc le texte, donc l'ancrage du lien est vraiment crucial pour vraiment déterminer donc le contexte et la pertinence du lien. Donc encore une fois, on en a déjà parlé pendant le guide du netlinking et également une autre vidéo qui va sortir prochainement qui sera vraiment ici pour vous expliquer comment mesurer l'impact d'un backlink parce que personne ne le fait et pourtant c'est hyper important. Et du moins l'encre c'est hyper important parce que c'est ça qui va donner, on va dire, la pertinence et surtout le contexte du lien et qui va donc aider le moteur à mieux classer une page. Au niveau de la pertinence, Google évalue non seulement la quantité de liens, mais également la pertinence contextuelle. Donc, ça paraît encore une fois logique, mais plus vous avez un glissement sémantique qui se fait, donc quand vous avez vraiment un site qui va parler de la même thématique que vous et qui va vous faire par exemple un lien, ça a beaucoup plus de poids, de pertinence. Et c'est beaucoup plus pertinent pour le moteur, donc Google, et donc ça a un meilleur impact positif. L'impact des mauvais backlinks. Encore une fois, beaucoup disent que les backlinks toxiques ne sont pas forcément à prendre en compte et que Google sait faire la part des choses. Bon, si on revient à vraiment Google Penguin, donc là où le filtre algorithmique pénaliser donc les sites avec des liens vraiment de mauvaise qualité, donc du spammy. On a donc bien un score de pénalité qui est attribué donc aux pages recevant donc des backlinks donc de mauvaise qualité. Les encres redondantes, donc les liens multiples qui vont pointer vers la même URL depuis donc de la même source, donc sont très surveillés. Donc Google, donc l'algo va soit les ignorer, soit les pénaliser pour éviter donc vraiment donc la suroptimisation. Donc au niveau des liens, donc c'est assez complexe, mais il faut rester naturel et il faut clairement, si je dois prendre une conclusion vraiment rapide, il faut continuer d'en faire. Voilà, il n'y a pas de secret. Passons maintenant plus au contenu et donc à la pertinence du contenu. Google va utiliser donc des descripteurs pour identifier vraiment des termes qui vont être saillants dans une page. Donc ça, c'est des mots-clés ou des phrases clés qui vont caractériser donc le contenu principal. On a également donc une calcul de la fréquence des termes, donc term frequency, qui va être calculée pour évaluer l'importance de chaque mot dans une page. Alors cette méthode, elle va être également combinée à d'autres métriques comme le TF-IDF, donc c'est term frequency inverse document frequency. Donc ce qui va aider Google à comprendre donc le contenu d'une page par rapport aux requêtes de recherche. Là, j'avoue, c'est un petit peu plus technique, mais ça vous explique également que comment fonctionne le moteur. Donc je trouve ça quand même intéressant de vous le partager. Concernant la duplication de contenu, on a donc SIMH qui est utilisé pour détecter et gérer donc la duplication de contenu. Ce que va faire SIMH, c'est que lui, il va créer une empreinte numérique donc du contenu qui va permettre donc de comparer efficacement donc des contenus, donc d'autres documents et qui va donc permettre d'identifier donc des duplications.
même partielle. L'algorithme SIMH V2 améliore la précision de cette détection et ce qui garantit que donc le contenu original et unique soit favorisé dans les résultats de recherche. Au niveau du titre du document, un élément donc complètement crucial pour vraiment catégoriser et donc comprendre le contenu du document. Donc on le sait depuis un moment, mais la balise title, c'est vraiment l'un des éléments les plus importants en SEO on-page, donc non seulement pour les utilisateurs, mais également pour le moteur, parce que ça aide directement à catégoriser le contenu. On a donc un title score qui est mis en place et qui donc attribue un score en fonction de son importance et de sa pertinence par rapport aux requêtes de recherche. Donc si votre balise title ou votre titre correspond exactement à ce que recherche l'utilisateur, vous avez derrière un boost au niveau de la visibilité et donc ça augmente vos chances d'attirer du trafic. Passons maintenant à une autre partie donc concernant donc le crawl et le classement des pages. On a plusieurs systèmes de Google qui sont utilisés donc pour le crawl, l'indexation et le rendu des pages. On va les détailler ici. Le premier c'est Trawler. Lui, c'est un système qui est dédié donc au crawl. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer une file d'attente donc de crawl, les taux de crawl, il va déterminer également la fréquence à laquelle les pages sont explorées. Ce système assure que les pages soient régulièrement visitées et crawlées pour faire des mises à jour donc dans l'index de Google. Ensuite, on a Alexandria. On parle pas donc de Walking Dead, mais c'est également le système central d'indexation. Lui, il va classer les documents en différents niveaux pour une indexation vraiment efficace et optimisée. Ensuite, Seg Indexer. Lui, il va vraiment segmenter donc les docs, donc les pages en niveau. Donc en fonction de leur importance et de leur fréquence d'accès, il va prioriser donc les documents. À présent, on a également Terra Google. Lui, il va gérer l'indexation donc, mais à long terme. Ensuite, on a, attendez, HTML Render, WebKit, Headless, hyper long, mais c'est le système qui permet justement d'avoir un rendu des pages JavaScript. Donc bon, ce qui est cool, c'est que même les pages les plus dynamiques donc, sont crawlées par Google pour être prises en compte donc, dans le classement. Maintenant, passons au classement des pages. Premier élément, on a Mustang. Mustang, c'est le système principal de classement des pages. Lui, il va orchestrer la présentation des résultats. Donc ce qui va permettre aux pages les plus pertinentes et avec une meilleure qualité apparaissent en haut des cercles. Ensuite, on a Ascorer. Avec une série de signaux, il va attribuer un score de pertinence à chaque page. Également, on a Nav Boost. Là, c'est un système donc de re-ranking basé sur les logs et les clics. Donc en fonction du comportement des utilisateurs, les clics, le temps passé, etc., on a déjà parlé, le classement de la page va pouvoir varier. Également on a Freshness Twiddler. Donc là c'est un système qui est basé donc sur la fraîcheur du contenu. Encore une fois, un contenu donc qui va être mis à jour régulièrement et récent sera favorisé par ce système. Ensuite on a Google Web Server. Ce système reçoit les requêtes de recherche, envoie les requêtes au système de classement et renvoie les résultats aux utilisateurs. Enfin on a SuperRoute. Donc le petit dernier. Lui, il va coordonner donc les messages entre les serveurs de Google et gère le post-traitement des résultats pour le re-ranking et la présentation finale. Maintenant, passons à la dernière partie où on va parler vraiment des révélations clés et plus ou moins des stratégies SEO qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, les principales révélations qui vont donc impacter le SEO. On a Panda. Bon, Panda, c'est assez connu, mais lui, il va pénaliser vraiment les sites donc de faible qualité, notamment s'il y a du contenu donc peu pertinent ou du contenu dupliqué. Panda, lui, utilise un facteur de modification basé sur les signaux donc du comportement des utilisateurs et également les liens externes pour ajuster les classements. Ensuite, clairement, on a également donc l'importance donc de l'auteur donc du site ou du moins des personnes qui vont rédiger le contenu. Donc Google va vraiment favoriser donc l'autorité et la crédibilité des auteurs, notamment pour les sujets comme Your Money or Your Life. Donc ici, le critère EE80 prend tout son sens et est extrêmement important, même si depuis longtemps, beaucoup d'experts SEO disent que l'EE80 n'est pas un critère. Malheureusement, c'est faux. Donc clairement, il faut s'assurer que les auteurs, si vous en avez plusieurs par exemple, ou vous-même, si vous votre site, il faut s'assurer que vous avez une expérience solide dans le sujet pour pouvoir parler d'un sujet, surtout si vous êtes donc en finance ou dans la santé. On va parler maintenant des différents éléments qui peuvent pénaliser donc votre SEO. Premier élément, le anchor mismatch. Si vous avez des liens qui ont un texte d'ancrage qui ne correspond pas au contenu que vous visez, donc qui ne correspond pas au contenu cible, là vous pouvez être pénalisé. Ensuite, la SERP demotion. Les pages qui ne répondent pas aux attentes des utilisateurs peuvent être déclassées. C'est pas un énorme secret dévoilé, c'est plutôt logique. Comprendre l'intention de recherche, c'est quand même la base. Ensuite, on a également le nav demotion. Les pages qui offrent une mauvaise expérience utilisateur, donc peuvent être déclassées et pénalisées. Le fameux exact match de domaine, donc si vous avez des sites qui reprennent un mot-clé exact, sont désormais moins valorisés qu'avant. Les product reviews, donc si vous avez des avis produits négatifs,
ça peut affecter négativement vos positions. On a également un location demotion où des pages globales peuvent être déclassées au profit des pages plus locales si c'est plus intéressant. Bon, les pages à contenu pornographique sont directement pénalisées. Bon, là, il n'y a pas de secret forcément. Quelles sont les stratégies SEO que vous allez pouvoir mettre en place par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Il y a quelques éléments qu'on va pouvoir reprendre, donc basiquement, parce qu'il n'y a pas forcément de grands secrets. Par contre, il y a des éléments qu'on va pouvoir ajuster, parce que on peut se dire que c'est plus intéressant de fonctionner de cette manière. Bon, première stratégie, donc forcément, c'est faire du contenu de qualité. Clairement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez bien compris que c'est quand même idéal et important. Tout le monde le dit. Est-ce que tout le monde le fait? Non. Que vous faites du contenu par IA ou pas, en tout cas, favorisez un maximum la qualité avant tout. Évitez à tout prix le contenu dupliqué. Je ferai une vidéo à ce sujet pour éviter donc la cannibalisation, donc notamment sur votre site, parce que souvent on a beaucoup de personnes qui vont récupérer une liste de mots-clés phénoménale, qui vont créer des sujets pour tous les mots-clés et qui se retrouvent derrière un an et demi ou 2 ans après avec des contenus complètement dupliqués. Ça, c'est hyper pénalisant pour votre site. Donc on fera une vidéo à ce sujet pour justement éviter cette pratique. Mettez à jour régulièrement vos contenus, donc ça également c'est hyper important, j'ai toujours dit, mais l'optimisation du contenu existant c'est l'une des meilleures stratégies que vous allez pouvoir faire en SEO pour avoir des quick wins. Donc faites-le vraiment, ça mange pas de pain, ça coûte rien et là vous pouvez avoir un boost global sur votre site, donc c'est hyper intéressant. Focalisez-vous également sur l'UX, donc ça également, clairement il y a beaucoup d'experts SEO qui disaient que ce n'est pas forcément un critère de pertinence. Bon allez, c'est ciao, parce que aujourd'hui on sait et on comprend et c'est entièrement logique que l'expérience utilisateur est prise en compte dans le classement donc de vos pages. Pourquoi? Parce que si vous avez un utilisateur qui est satisfait de sa réponse, du moins qui a une bonne navigation sur votre site, ça a forcément un impact sur les résultats de recherche. Là, vous pouvez également utiliser des outils donc d'A/B testing ou des analyses de données comme par exemple Content Square ou d'autres outils comme Hotjar qui vous permettent vraiment de comprendre le comportement de vos utilisateurs. Ça va vous permettre d'améliorer votre UX, mais également ça va vous permettre d'améliorer votre taux de conversion. Donc c'est tout à fait bénéfique. Faisons une petite conclusion ensemble, rapidement, pour vraiment reprendre tous les éléments qu'on a partagés. C'est hyper long. Je pense que la vidéo va vraiment durer je ne sais pas combien de temps. Je m'en excuse vraiment. Il n'y aura pas forcément beaucoup de montage. L'intérêt, c'était vraiment de vous partager un maximum de données, un maximum de strates, un maximum d'explications le plus simple possible pour pas forcément rentrer dans des détails techniques parce que je suis pas un ingénieur, vous non plus, c'est pas le but. On fait du SEO pour faire du business ou quoi que ce soit. Donc, on reprend des données et on essaie d'analyser tout ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets quand même des liens dans la description de personnes qui ont vraiment été beaucoup plus dans le détail que moi, dont je me suis inspiré parce que derrière, c'est beaucoup plus avancé. Et ceux qui veulent vraiment creuser le sujet avec vraiment des détails techniques, je vous invite à visiter les liens dans la description. Et d'ailleurs, je les remercie pour leur travail parce que vraiment, ils ont fait un énorme boulot. Bon, en conclusion, ce qu'on peut comprendre, c'est que Google manipule les résultats. On va pas forcément rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il manipule les résultats en fonction de différents éléments. Notamment, on l'a vu par rapport au Covid ou les élections. Ce que je peux retenir également, c'est que l'autorité du site et de l'auteur reste un point vraiment crucial, donc notamment avec les critères EEAT. Donc c'est vraiment hyper important de travailler cette autorité. Et on en vient directement au lien avec le netlinking, où malgré les annonces de Google qui disaient que le netlinking était de moins en moins intéressant, on se rend compte, et encore une fois par expérience je vous le redis, mais ce que je peux voir c'est que les liens sont toujours d'actualité et toujours importants. On verra dans l'avenir si ça baisse. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, bon, c'est pas grave, on s'adaptera. L'UX est également un point non négligeable dans le calcul et notamment dans, également dans la pertinence des résultats. Donc clairement, c'est hyper important de prendre en compte également cette mesure dans vos stratégies futures. On l'a dit, mais le contenu frais, c'était hyper important. Donc mettez à jour en mettant en avant la date de vos contenus. Google utilise bien donc son navigateur Google Chrome pour collecter des données et affiner les résultats en conséquence. Les petits sites personnels peuvent être désavantagés, donc ça c'est chiant. Mais par contre, en développant vraiment votre site et en ayant une bonne stratégie, vous pouvez devenir un bon site et derrière bénéficier donc de toute la puissance du SEO que vous pouvez recevoir. Les titres sont hyper importants, on l'a dit, ça donne de la pertinence donc pour le moteur également, ça c'est également pertinent pour l'utilisateur. Donc c'est vraiment des éléments SEO on page où il y a le plus de poids. Et enfin, si je dois faire une conclusion vraiment classique, c'est de ne pas faire confiance
à Google à 100%. Ce que je peux vous dire, c'est que là, vous allez vraiment apprendre, au-delà des communications de Google, c'est que par expérience, et notamment des éléments comme ça, on peut se rendre compte que Google, des fois, ne nous dit pas forcément la vérité. Donc, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc c'est dommage pour ceux qui sont vraiment aveuglément pour Google, ou du moins qui suivent vraiment les recommandations de Google. Encore une fois, c'est dommage parce que on se rend compte aujourd'hui que si on ne dit pas la vérité, forcément on n'a pas toutes nos chances de travailler correctement. Donc, je vous dis pas de faire que du black hat ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on peut s'adapter et on peut utiliser des stratégies qui sont pas forcément recommandées par Google, mais qui, par exemple, derrière, sont pertinentes pour mieux faire du SEO. J'ai vraiment essayé de vous partager un maximum de choses que j'ai pu découvrir, qui sont pour moi vraiment, vraiment une petite bombe dans le SEO. Ça change pas beaucoup grand chose, entre guillemets, mais moi, si je dois retenir vraiment une seule chose, et ce que j'aimerais également que vous reteniez, c'est que il ne faut pas faire confiance aveuglément à Google. Je pense que c'est vraiment la phrase de la vidéo, c'est ne faites pas confiance à Google à 100% parce qu'on se rend compte que c'est pas la bonne solution. J'espère que la vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner si vous voulez plus de conseils sur le SEO, où on parle vraiment de SEO par expérience et pas forcément juste avec des recommandations de Google. Partagez la vidéo si vous la trouvez utile et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao.